J'ai entendu la clé tourner dans la serrure, à 4 heures du matin. Une fois de plus, Camille est entrée en titubant, son rouge à lèvres complètement étalé. Elle dégageait une forte odeur d'eau de Cologne de luxe, une fragrance qui n'était absolument pas la mienne. C'était déjà la 3e nuit de la semaine qu'elle rentrait ainsi. Je l'attendais, assis dans l'obscurité de la cuisine. Je n'en pouvais plus de faire semblant de dormir, et je ne pouvais plus fermer les yeux sur la situation. Lorsqu'elle a allumé la lumière, et qu'elle m'a vu, elle n'a même pas sursauté. Aucune honte, aucune peur, juste une profonde irritation sur le visage, comme si j'étais une mouche agaçante, venue gâcher son existence. « Où étais-tu » ai-je demandé doucement, en essayant de garder mon calme. Ma propre voix me paraissait étrangère, presque lointaine. Elle a éclaté de rire. C'était ce rire cruel, ce rire méprisant, que je détestais un peu plus chaque jour. Quelle importance ? Tu devrais déjà me dire merci, d'avoir daigné rentrer à la maison. Elle a ouvert le réfrigérateur, et elle en a sorti une bouteille d'eau. Elle portait une robe de créateur, celle-là même que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage, 3 mois plus tôt. Maintenant, le tissu était tout froissé, taché par endroits, et elle tenait ses escarpins à talons hauts à la main. Je l'observais, dans un silence absolu. Il fut un temps, où j'aimais cette femme à la folie. Nous nous étions rencontrés 5 ans auparavant, lors d'une soirée d'entreprise. Elle était rayonnante, magnifique, et si sûre d'elle. J'en suis tombé amoureux instantanément. 1 an plus tard, nous étions mariés, et je pensais vraiment que ce serait pour la vie. Je faisais des projets d'avenir, je rêvais d'une famille, d'avoir des enfants, de vieillir à ses côtés. Mais tout a basculé, peu de temps après que j'ai obtenu une promotion, m'obligeant à travailler tard le soir. Au début, ce n'était que de petits détails. Elle s'attardait lors de ses sorties entre copines, elle ignorait mes appels, et elle rentrait bien après minuit. J'avais une confiance aveugle en elle. J'ai été un idiot fini. La vérité a éclaté au grand jour, il y a exactement 2 mois. Elle prenait sa douche, et elle avait laissé son téléphone déverrouillé, posé sur le meuble de la salle de bain. Je vous jure que je n'avais aucune intention de fouiller, mais l'écran s'est allumé à la réception d'une notification, et j'ai pu lire ce message, j'ai tellement hâte d'être à demain soir, mon cœur. Ton mari sera encore au travail, suivi d'un emoji avec un baiser. Mon cœur s'est arrêté de battre, et j'ai saisi le téléphone avec des mains tremblantes. Ce que j'y ai découvert, ce jour-là, a fait voler ma vie en éclats. Il y avait des messages de 5 hommes différents, des clichés explicites, des photos intimes d'elle dans des chambres d'hôtel, dans des voitures, ou dans des appartements d'inconnus. J'y ai lu les détails précis de leur rendez-vous clandestin, mais le pire de tout, c'était la façon dont ils parlaient de moi. Ils se moquaient de moi ouvertement, riant du mari pathétique et naïf, de la vache à lait, qui finançait sans sourciller son train de vie luxueux. Je lisais tout cela, la nausée au ventre, tandis que les larmes coulaient silencieusement sur mon visage. La femme que j'aimais profondément, à qui j'avais accordé toute ma confiance, et avec qui je partageais tout, me trahissait sans cesse, sans même prendre la peine de bien le cacher. Cependant, je n'ai pas fait de scandale ce jour-là. Au lieu de cela, quelque chose en moi est devenu froid, distant, et purement calculateur. J'ai méthodiquement fait des captures d'écran de chaque conversation, de la moindre petite photographie. J'ai tout sauvegardé sur un espace en ligne sécurisé, je me les suis envoyés sur mon adresse email professionnelle, puis j'ai reposé le téléphone, exactement à l'endroit où elle l'avait laissé. Durant les 2 mois qui ont suivi, j'ai agi avec une précision chirurgicale. J'ai engagé le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville, je lui ai présenté toutes les preuves accablantes, et nous avons commencé à préparer le terrain. J'ai pris contact avec mon comptable, afin de restructurer intégralement nos finances, de transférer mes fonds, et de sécuriser mes actifs. Cette maison, par exemple, me venait de ma grand-mère, et c'était l'unique bien immobilier que j'avais reçu en héritage. Le nom de Camille ne figurait nulle part sur les actes de propriété, car ma grand-mère avait fermement insisté sur ce point, juste avant notre mariage. À l'époque, Camille était bien trop amoureuse, ou peut-être trop impatiente de se marier, pour s'y opposer. Les véhicules, eux aussi, étaient enregistrés à mon seul nom. Quant aux cartes de crédit, qu'elle utilisait si généreusement pour gâter ses amants, elles étaient directement liées à mes comptes bancaires personnels. J'ai noté scrupuleusement chacune de ses allées et venues, j'ai dissimulé un traceur GPS dans son sac à main, et j'ai engagé un détective privé,
qui a réuni une quantité phénoménale de preuves supplémentaires. À présent, en la regardant tituber, ivre et totalement insouciante, je ne ressentais plus aucune douleur, mais seulement une froide et sombre satisfaction. Elle n'avait absolument aucune idée que, dès le lendemain, son monde tout entier allait s'effondrer. Elle ignorait que j'avais déjà déplacé toutes mes affaires dans la chambre d'amis, que les papiers du divorce étaient prêts, et que sa belle vie, bâtie sur des mensonges, touchait à sa fin. Camille a terminé sa bouteille d'eau, et elle s'est dirigée vers la chambre principale, sans même daigner me jeter un dernier regard. « Bonne nuit, Camille », ai-je murmuré très calmement. « C'est la toute dernière nuit que tu passeras sous ce toit, en tant que ma femme », ai-je pensé en mon fort intérieur. Dès demain, ma vengeance commencera, et elle sera absolument parfaite. Le lendemain matin, je me suis levé à 6 heures, exactement comme d'habitude. J'ai pris une douche bien chaude, je me suis rasé de près, et j'ai enfilé mon plus beau costume. Je voulais être absolument impeccable, pour affronter cette journée cruciale. J'ai préparé du café, bien fort et très parfumé, exactement comme Camille l'aimait. J'ai fait dorer des toasts, j'ai sorti sa confiture de fraises préférée, et j'ai dressé la table avec soin, comme s'il s'agissait d'un matin ordinaire, au sein d'un mariage parfaitement heureux. Camille est descendue vers 9 heures, souffrant visiblement de la gueule de bois, vêtue d'un peignoir en soie que je lui avais offert quelques années plus tôt. Ses cheveux étaient ébouriffés, et les restes de son maquillage de la veille formaient des cernes sombres sous ses yeux. Elle paraissait épuisée, et profondément irritée. Cependant, lorsqu'elle est entrée dans la cuisine, et qu'elle a vu la table si bien dressée, une grande surprise s'est affichée sur son visage. Il faut dire que je n'avais pas fait preuve d'une telle attention depuis de nombreuses semaines. Elle m'a regardé avec une pointe de méfiance, mais elle a fini par s'asseoir à table, son mal de tête l'emportant largement sur ses doutes. « Bonjour », lui ai-je lancé avec un grand sourire, tout en lui servant son café. Ma main ne tremblait pas, elle était d'une stabilité absolue. C'était même surprenant de voir à quel point je me sentais calme et apaisé. Elle a marmonné une réponse inaudible, elle a tendu la main vers sa tasse, puis son regard s'est soudainement arrêté sur une enveloppe blanche, posée juste à côté de son assiette. C'était une grande enveloppe très officielle, portant l'entête et le logo d'un prestigieux cabinet d'avocats. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, en me fixant dans les yeux. « Ce sont les papiers du divorce. Je te conseille vivement de les lire avec la plus grande attention. » Un lourd silence s'est installé. Pendant de longues secondes, elle est restée là, à me dévisager, comme si elle n'avait pas compris un seul mot de ma phrase. Puis, elle s'est saisie de l'enveloppe, et elle l'a déchirée avec des mains tremblantes. Je l'ai observé lire les documents, je l'ai vu passer d'une pâleur cadavérique à un rouge écarlate, tandis que ses yeux s'écarquillaient d'horreur. « Tu n'oserais jamais faire ça. Tu n'en as pas le droit », a-t-elle fini par hurler, en jetant violemment les papiers sur la table. « La moitié de tout ce que nous possédons me revient de droit, c'est la loi. » J'ai pris une petite gorgée de mon café, très lentement, puis j'ai reposé ma tasse sur sa soucoupe, avec une élégance mesurée. En réalité, absolument rien ici ne t'appartient, Camille. Cette maison appartenait à ma grand-mère, et elle m'a été transmise par héritage direct. Par conséquent, ton nom ne figure sur aucun des actes de propriété. Tu te souviens, quand ma grand-mère avait fermement insisté sur cette clause? À ce moment-là, tu avais répondu que cela n'avait aucune importance, car notre amour durerait toujours. Son visage s'est totalement déformé, tordu par une rage incontrôlable. Les voitures, elles aussi, sont enregistrées à mon nom exclusif. Et les 2 cartes de crédit, que tu as utilisées avec tant de générosité pour entretenir tes multiples amants, sont liées à mes propres comptes bancaires. Je tiens d'ailleurs à t'informer que je les ai fait bloquer, hier soir. Espèce de, a-t-elle craché, en bondissant brusquement de sa chaise. J'ai pris le soin de documenter chaque détail de tes infidélités, ai-je continué d'une voix posée, tout en sortant ma tablette. J'ai les horodatage, les relevés GPS, les adresses exactes, et bien sûr, les photographies. Je possède également des captures d'écran de tous tes messages, de la moindre de tes conversations. En France, une infidélité prouvée avec autant de détails a un poids considérable lors d'une procédure de divorce pour faute. Mon avocat m'a assuré que l'affaire serait réglée très rapidement. J'ai fait défiler les photos sur l'écran lumineux, en prenant soin de bien les lui montrer. Là, c'est toi et Damien, devant l'hôtel Le Meurice. Ici, c'est toi et Antoine, dans sa voiture.
Et là, c'est toi et Sébastien au restaurant, en train de vous tenir tendrement la main. Camille est redevenue livide. Tu m'as fait suivre? Je n'ai fait que protéger mes intérêts. Mais attends, ce n'est pas tout, Camille. Je me suis levé, je me suis approché de la fenêtre, les mains enfouies dans mes poches. Pour la partie qui allait suivre, j'avais besoin de ne pas regarder son visage. Ton cher amant, Damien. J'ai envoyé un dossier complet à sa femme. Elle a reçu chaque message, et chaque photo compromettante. Ils étaient mariés depuis 20 longues années, ils ont 3 beaux enfants, et elle a officiellement demandé le divorce avant-hier. J'ai distinctement entendu Camille retenir son souffle, complètement sous le choc. Et Antoine, il travaille dans le secteur bancaire, n'est-ce pas? Sa direction a reçu des informations très intéressantes, concernant sa fâcheuse habitude d'entretenir des liaisons avec les clientes mariées de la banque. C'est une violation grave de leur code d'éthique professionnelle. Par conséquent, il a été licencié sur le champ. Non, c'est impossible. Tu n'as pas pu faire ça. Sébastien, Hugo, Maxime. J'ai pris le temps de contacter chacun d'entre eux, j'ai prévenu leurs épouses, et même leurs employeurs, lorsque la situation s'y prêtait. Désormais, tout ce petit monde sait exactement quel genre de personne tu es en réalité. Camille a poussé un hurlement perçant, et elle s'est jetée sur moi, en essayant de me frapper. J'ai simplement reculé d'un pas, et elle a lourdement trébuché sur une chaise. Pendant tout ce temps, le téléphone glissé dans la poche de ma veste enregistrait l'audio de notre dispute. C'était une preuve supplémentaire de son instabilité émotionnelle, si jamais mon avocat en avait besoin. « Tu as complètement détruit ma vie », hurlait-elle, le visage inondé de larmes. « Non, Camille, tu as détruit ta vie toute seule, comme une grande. J'ai simplement veillé à ce que tu doives en assumer les conséquences. » J'ai jeté un bref coup d'œil à ma montre. « Il te reste jusqu'à midi pour rassembler l'intégralité de tes affaires personnelles. Mais je précise bien, uniquement tes vêtements, et tes objets personnels. Tu ne prends aucun des bijoux que je t'ai offerts, ni le moindre appareil électronique. Des agents de sécurité seront là à midi pile, pour t'escorter poliment vers la sortie. » Des agents de sécurité? Tu as engagé des gardes du corps? Oh, tu sais, j'ai engagé beaucoup de monde au cours de ces 2 derniers mois, Camille, des détectives privés chevronnés, des avocats redoutables. Et même des experts comptables. Il s'avère que, pendant que tu étais très occupé à me tromper dans mon dos, moi, j'étais très occupé à préparer mon départ. Elle s'est effondrée sur le sol de la cuisine, secouée par des sanglots incontrôlables. Autrefois, la voir pleurer ainsi m'aurait brisé le cœur. Je me serais précipité vers elle pour la consoler, je l'aurais prise dans mes bras, en lui promettant que tout s'arrangerait. Mais à cet instant précis, je ne ressentais qu'un grand vide, mêlé à une froide et implacable satisfaction. « Adieu, Camille, lui ai-je dit, en me dirigeant calmement vers la porte. Je t'en prie, n'essaie pas de me recontacter après la journée d'aujourd'hui. Désormais, toute communication passera exclusivement par le cabinet de nos avocats respectifs. » Ces hurlements désespérés ont continué de résonner à mes oreilles, alors que je montais lentement l'escalier vers mon bureau. Cependant, je n'ai pas jeté un seul regard en arrière. 6 mois se sont écoulés. Je me trouvais dans mon salon, fraîchement rénové, en train de savourer un bon café matinal et d'apprécier la tranquillité des lieux. Cette même tranquillité, cette paix profonde, qui m'avait tant fait défaut durant toutes ces longues années passées avec Camille. C'était un silence bienfaisant, un silence qui n'était plus empoisonné par les mensonges constants, les soupçons rongeurs, et la souffrance. La pièce avait d'ailleurs pris une allure totalement différente. Je m'étais débarrassé de tous les meubles que nous avions choisis ensemble, j'avais décroché les tableaux des murs, j'avais effacé tout ce qui pouvait me rappeler sa présence. Plus rien ne subsistait. Désormais, c'était devenu ma propre maison, un espace façonné uniquement par mes goûts personnels, et par mes propres décisions. Le divorce avait été finalisé la semaine précédente. C'était un jugement définitif, et absolument irrévocable. Entre-temps, Camille avait absolument tout essayé, les torrents de larmes, les menaces agressives, les supplications pitoyables, et même quelques vaines tentatives de séduction. Elle s'était présentée à la porte de mon bureau, elle m'avait inondé de messages désespérés, et elle n'avait pas hésité à me harceler d'appels à 3 heures du matin. Rien de tout cela n'avait fonctionné,
car j'avais profondément changé. L'homme doux et un peu trop crédule que j'étais autrefois, avait rendu l'âme cette fameuse nuit, au moment même où j'avais lu ce message sur son écran. Mon avocat s'était révélé d'une redoutable efficacité, à tel point que Camille n'avait rien pu obtenir du tribunal, à l'exception de ses vêtements, et des quelques bijoux offerts par ses amants. Mais la véritable ironie du sort, c'était que la grande majorité de ces fameux bijoux n'étaient en réalité que de vulgaires contrefaçons. Damien, Antoine, et les autres charlatans, lui avaient généreusement offert des imitations bon marché, et elle, tellement aveuglée par son immense avidité et par sa prétention, n'avait même pas pris la peine de les faire expertiser. Le jour où elle a tenté de les revendre, dans l'espoir de pouvoir louer un appartement, l'expert du prêteur sur gage s'était littéralement moqué d'elle, en lui riant au nez. Par l'intermédiaire de quelques amis communs, les rares personnes qui avaient choisi de maintenir le contact avec moi, il m'arrivait d'entendre des bribes d'informations concernant sa nouvelle vie. Au tout début, elle avait emménagé chez Damien, mais l'épouse de ce dernier, ayant découvert toute l'ampleur de la vérité, avait demandé le divorce en exigeant une pension alimentaire astronomique. Fou de rage, Damien avait rejeté toute la faute sur Camille, et il l'avait mise à la porte au bout d'un mois à peine, lorsqu'elle avait eu l'audace de jouer avec lui au même jeu de manipulation qu'elle utilisait avec moi. En fin de compte, il s'était avéré qu'il n'était pas un idiot aussi patient et tolérant que je l'avais été. Par la suite, elle avait essayé de se rabattre sur Antoine, mais celui-ci, ayant perdu son emploi à la banque suite à notre scandale, avait dû fuir dans une autre ville, pour échapper à ses créanciers. Quant à Sébastien, il avait tout simplement changé de numéro de téléphone, et il l'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux possibles, juste après que sa propre femme eut déposé une plainte pour harcèlement à l'encontre de Camille. Les toutes dernières nouvelles que j'ai eues d'elle, m'apprenaient qu'elle travaillait désormais dans un centre d'appel, passant ses journées à gérer les réclamations de clients en colère, pour un salaire misérable. Son appartement luxueux, ses vêtements de haute couture, ses après-midi hebdomadaires passés dans des spas prestigieux, tout ce confort matériel avait définitivement disparu de sa vie. Aujourd'hui, elle loue une petite chambre défraîchie, en banlieue éloignée, et elle est contrainte d'utiliser les transports en commun pour se déplacer. De plus, plusieurs des épouses qu'elle avait trompées, et dont elle avait brisé la famille, ont déposé une main courante contre elle, lorsqu'elle a désespérément tenté de reprendre contact avec leur mari. Camille est littéralement devenue une personne indésirable, une présence toxique, et absolument tous ceux qui la connaissaient s'efforcent désormais de garder leur distance avec elle. De mon côté, ma propre vie s'est métamorphosée. Elle est devenue bien meilleure, plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Il y a 3 mois de cela, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'Hélène, lors d'une grande soirée caritative, organisée par mon entreprise. Elle exerce en tant que médecin, chirurgienne en cardiologie plus précisément. C'est une femme qui possède un regard empreint d'une grande bonté, et un sourire d'une sincérité désarmante. Elle s'est bâtie une carrière brillante, elle dispose de ses propres revenus, et elle est propriétaire de son bel appartement. Autrement dit, elle n'avait aucunement besoin d'un homme dans sa vie, ni pour assurer sa stabilité financière, ni pour parader en société. Elle s'est intéressée à moi pour l'homme que je suis réellement, pour ma personnalité, et non pas pour la taille de mon portefeuille. Un soir, lorsque j'ai décidé de lui raconter mon histoire, de lui confier toute la vérité sans rien lui cacher, elle s'est contentée de me prendre doucement la main, avant de me dire « Tu méritais beaucoup mieux que ça. » N'importe qui mérite mieux qu'une vie tissée de mensonges et de trahisons. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, elle ne m'a fait aucune grande leçon de morale sur le besoin de pardonner, elle m'a simplement offert une écoute bienveillante, et un soutien inconditionnel. Avec Hélène, la relation prenait une dimension totalement différente. Nous passions des heures entières à discuter de nos dernières lectures, à débattre des avancées médicales, ou à échanger sur notre vision du monde. Elle riait de bon cœur à mes plaisanteries maladroites, et elle n'hésitait pas à partager avec moi ses rêves les plus profonds. Lorsque nous étions ensemble, pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin revivre. Je ne me sentais plus comme un objet utilisé, ni comme un idiot manipulé, j'étais, tout simplement, un homme heureux. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un message étrange, provenant d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, j'ai immédiatement reconnu le style d'écriture familier. C'était Camille. Dans ce long texte, elle implorait mon pardon, elle affirmait avoir enfin pris conscience de la gravité de ses fautes, et elle jurait qu'elle était devenue une personne complètement différente. Cependant, tout à la fin du message, ajouté presque comme un vulgaire post-scriptum, il y avait une petite demande pathétique,
où elle me suppliait de lui prêter de l'argent, c'est juste pour tenir jusqu'à la paix, je te promets solennellement de te rembourser. J'ai relu le message, attentivement, à 2 reprises. L'espace d'une fraction de seconde, une infime partie de moi-même, ce reste d'humanité de l'homme tendre que j'étais autrefois, a ressenti une petite pointe de pitié. Mais tout de suite après, je me suis remémoré ces longues nuits d'angoisse, ces heures passées à fixer le plafond sans trouver le sommeil, en sachant pertinemment qu'elle était dans les bras d'un autre homme. Je me suis rappelé ce rire odieux, et le mépris dans sa voix lorsqu'elle m'avait lancé, « Tu devrais déjà me dire merci, d'avoir daigné rentrer. » Je me suis souvenu de cette humiliation cuisante, de cette douleur intolérable, qu'elle m'avait fait subir de sang-froid. J'ai donc bloqué le numéro, sans formuler la moindre réponse, et je ne l'ai même pas enregistré dans mon répertoire, pour être absolument certain de ne jamais céder à la tentation de le débloquer un jour, dans un moment de faiblesse passagère. Beaucoup de gens ont tendance à croire que la vengeance se résume à la destruction, qu'il s'agit de causer de la douleur, ou de nourrir un désir ardent de voir l'autre personne souffrir. Mais ils se trompent lourdement. La véritable vengeance, la plus pure, consiste à se reconstruire, et à bâtir une existence bien meilleure, loin de cette personne toxique qui a tout fait pour vous anéantir. C'est le fait d'observer, de loin, comment ils finissent par se heurter aux conséquences inévitables de leurs propres choix désastreux, pendant que vous, de votre côté, vous avancez dans la vie, en devenant un individu plus fort, et profondément plus heureux. La vengeance ultime, c'est l'indifférence absolue. C'est avoir la capacité mentale de les effacer de votre réalité, de manière si complète et si définitive, que même leurs appels à l'aide les plus désespérés ne suscitent plus la moindre émotion en vous. Soudain, la sonnerie de mon téléphone a retenti dans la pièce. C'était Hélène. Nous étions en train de planifier une petite escapade romantique, pour passer le week-end au bord de la mer. « Bonjour, mon rayon de soleil », ai-je décroché, tandis qu'un large sourire se dessinait tout naturellement sur mes lèvres. C'était un sourire franc, authentique et chaleureux, bien loin de ce masque social de façade, que je m'étais forcé à porter durant les dernières années de mon précédent mariage. « Alors, es-tu prêt pour de nouvelles aventures » m'a-t-elle demandé, la voix vibrante d'un enthousiasme communicatif. « Je suis toujours prêt, avec toi » lui ai-je répondu, avec la plus grande sincérité du monde. Je me suis levé de mon fauteuil, je me suis approché de la grande baille vitrée, et j'ai longuement contemplé la ville qui s'éveillait, doucement baignée par les rayons du soleil matinal. C'était le début d'une nouvelle journée, l'aube d'une nouvelle vie, un horizon rempli d'infinies possibilités. Tout mon passé douloureux était désormais resté à la seule place qui lui convenait, loin derrière moi, enfoui dans cette obscurité, qu'il méritait amplement de ne jamais quitter. Camille avait fait ses propres choix, en toute conscience. Aujourd'hui, elle est condamnée à vivre avec les conséquences directes de ses actes. Quant à moi, eh bien, je peux dire que je vis enfin pleinement, et intensément. Et au bout du compte, c'était de loin la plus douce, et la plus savoureuse des vengeances possibles.